Lecture du texte Les bons croyants, en janvier 2018. Porté par la convivialité du moment, le jeune homme s'approcha du maître. Le sourire lointain de celui-ci guida le disciple au travers des échanges mondains, des vers qui s'entrecroisent et des rires débridés. Tel un phare dans la foule, le vieil homme savait que le temps viendrait où le disciple chercherait reconnaissance auprès de lui. Sans le regarder, il sentait la ferveur de son envie. Il pressentait également que le moment approchait où l'échange pourrait éclore. Tout sembla si parfaitement huilé. Trop huilé peut-être, et l'instant dérapa. C'est la légèreté formelle et la bonne ambiance qui permit à l'homme de mûrir et d'arriver en fait là où il en était. Et c'est cette même légèreté qui empêcha la récolte lors de l'échange à venir. Du moins, c'est l'impression que l'on peut en avoir. Pourtant, la légèreté peut tout porter. Souvent même, elle porte les plus lourds des fardeaux. Et qu'est-ce qu'il prit au vieil homme d'écraser la fleur délicate? Pourquoi posa-t-il la pierre lourde de 2500 ans de calcification sur les pétales heureux et joueurs comme le vent? Approchons-nous de quelques pas et posons notre verre. Quelques secondes. Écoutons plutôt ce qui fit la teneur de cet échange. Le maître dit « Alors vous vous intéressez au bouddhisme ?» « Oui, répondit le disciple, je pratique la méditation à hauteur de ce que je peux avec mes petits moyens, et puis, si vous voulez vraiment devenir bouddhiste, l'interrompit le maître. Il faut faire une retraite de 5 ans. Bon, inutile de me regarder comme ça, je ne peux vraiment rien y faire, je suis circonspect, au moins autant que vous. Je choisis par contre de ne pas voir le piétinement, et je règle ma bague de focus sur la sagesse du maître. Ce qu'il vient de dire n'est valable que dans l'instant où il le prononce et pour la personne qui l'entend et à qui ses propos sont destinés. Ce n'est pas parce que nous avons les oreilles qui traînent que nous pouvons nous arroger le droit à une interprétation partielle. Alors reprenez votre verre et regagnez vos cercles de discussion. Voilà. Je vais pour ma part non pas persifler gratuitement comme un oiseau de mauvais augure, sarcastique, à qui les enfants jettent des cailloux, mais persifler pour l'occasion simplement, qui se présente ici par le biais des thèmes abordés dans cet échange. Une occasion de dérouler quelques feuilles rabougries par le temps, sous la fraîcheur de la pluie qui vient. Je suis pour qu'on remette à l'eau les vieilles feuilles de thé. Elles s'enroulent d'ennui dans les vieux pots. Voilà, c'est ma démarche, c'est celle-là. La question n'est pas qu'est-ce qu'être bouddhiste, mais est-ce important de se dire bouddhiste ou de se penser bouddhiste ou encore, quel est celui qui peut dire qu'il est bouddhiste? Commençons par cette dernière question, tiens. Pour s'arroger le droit de dire que l'on est bouddhiste, il faut être à même de déterminer ce que c'est que de ne pas être bouddhiste. Et c'est bien de pouvoir trancher dans la foule, entre le bouddhiste et les non-bouddhistes, de brandir le glaive. Mais le glaive est lourd, et les gens, ça crie. Tout ça est très fatigant et ne sert pas à grand-chose. Pourquoi l'homme qui taille dans le gras des mécréants ne peut-il pas simplement aller marcher dans les bois ? Quelle est la fonction qu'il s'imagine devoir remplir et qui est plus importante que d'aller s'asseoir sur un rocher à regarder le soleil se coucher? Les petits bras qui s'agitent et les bons petits soldats investis d'une mission, tout cela m'épuise. Mais si on y réfléchit, c'est un problème d'époque également. Voilà. Et localisé dans nos contrées. C'est-à-dire que pour prétendre à une reconnaissance sociale quelconque, il faut être animé d'ambition. L'ambition passe par le management, devenir manager sous une forme ou une autre, être en charge de diriger des hommes et de leur montrer
la destination qu'on estime être la meilleure pour eux, professionnellement au moins. Devenir un leader, être un leader, celui qui n'est pas un leader, est déconsidéré, largement déconsidéré. Sauf que tout le monde est censé vouloir être leader, mais tout le monde ne peut pas matériellement devenir leader. Et tout le monde ne peut pas non plus devenir leader en termes d'aptitude. Pour le samouraï qui a du temps à perdre à haranguer les masses, et pour les masses qui ont du temps à perdre à suivre un samouraï, il s'agira donc de déterminer les critères et de s'accorder sur la teneur de ces critères afin de voir ce qui manque à l'autre pour se déclarer bouddhiste et ce que nous, qui nous proclamons comme tels, sommes en mesure de valider. Et là, c'est tout un programme. Et d'ailleurs, si à ce stade, les gens s'assoient autour d'une table pour discuter, je vous prie de ne pas me garder de place parce que je préfère largement laisser mes yeux se plisser aux lueurs du soir orangé. Qui peut regarder l'autre au fond des pupilles et lui dire « Pour vraiment être bouddhiste, il faut faire ceci, ne pas faire cela, pratiquer comme ceci et méditer comme cela ». Agir de la sorte relève plus d'une logique grégaire, de communautarisme, de reproduction des modalités traditionnelles et d'un trouble compulsif de l'étiquetage. Le fermier poursuit ses vaches dans le pré, la machine à étiqueter dans une main, la corne des vaches dans l'autre, et cherche absolument à mettre l'étiquette du bon bouddhiste, du bon chrétien, du bon soldat, du bon employé, du bon citoyen, du bon républicain, de celui qui mérite d'appartenir au groupe que l'on manage. Être bouddhiste, être chrétien ou de quelque obédience que ce soit est un choix qui relève de la sociologie, de la psychologie et de la politique surtout. Mais est-ce de la spiritualité pour autant ? Je pense qu'à partir de l'instant où je discrimine entre bouddhiste et non bouddhiste, chrétien et non chrétien, je cesse d'être bouddhiste et je cesse d'être chrétien. Je deviens politique. Et si bouddhisme il y a, il faut qu'il infuse dans l'ensemble de nos comportements, qu'il informe toutes nos expressions, qu'il sous-tende chacune de nos actions au quotidien, qu'il ait en fait d'autres vertus que la simple fonction de l'affichage publicitaire dans les rues. Celui qui cherche à fixer l'autre dans ses mauvaises pratiques, comme une photo témoignerait d'une infraction, ou à l'orienter vers ce qu'il estime être une bonne pratique, c'est-à-dire faire une retraite de 5 ans en l'occurrence, celui-là est davantage animé par l'insécurité que par la bienveillance. Il cherche plus à souligner la différence entre l'autre et lui-même, lui étant du bon côté, et donc à se rassurer. Alors qu'il faudrait accueillir l'autre, comme il se présente dans sa différence potentiellement déstabilisante, ce qui fait le sel de la vraie vie. Est-ce important de se penser, de se dire bouddhiste ? J'ai beau chercher, je ne vois pas ce que cela change. Le bouddhiste n'a que faire de ce savoir bouddhiste, et si pour un bouddhiste cela compte de se penser comme tel ou d'apparaître comme tel, alors il gagnerait vraiment en authenticité, à s'inscrire au club de pétanque du quartier et à laisser toutes ces histoires au vestiaire. Cela allégerait considérablement les préoccupations de sa communauté locale. Ça enlèverait du moins à cette communauté locale une occasion de se fourvoyer, de perdre son temps. Je laisse au lecteur le soin de décliner à volonté ce critère d'appartenance religieuse selon sa culture et à la mesure de son esprit joueur, car toutes les ramifications sont finalement sans fin. Il en va sûrement de même pour tous les mouvements dits religieux, et de par la largeur d'accueil et les espaces qu'il ouvre, les tendances approchées ici sont d'autant plus criantes et outrancières dès lors qu'elles se constatent dans un contexte bouddhiste. Je vous propose maintenant d'humer quelques-unes des feuilles de thé taoïste et de laisser leurs émanations dissiper nos crispations. J'en saisis une et regardez, elle se déroule toute seule. À l'intérieur, on peut y lire un extrait du chapitre 11 du Tao Te Ching. 30 rayons convergent au moyeu de la roue.
Et c'est son vide qui donne au char l'usage. Le bouddhisme est la roue formée par la jante, le cintre et les rayons. Il est ce qui touche la terre, ce qui est au contact de la vie. Les rayons en sont les différentes expressions, les différentes écoles au sein desquelles on pourrait se laisser aller à inclure l'ensemble des traditions spirituelles. Mais laissée comme telle, la roue ne tourne pas. Elle n'est d'aucune utilité à personne. Au cœur de la roue du bouddhisme est le non-soi. C'est le vide du moyeu qui permet le mouvement. Au fond, tout au fond du bouddhisme, sous les couches de feuilles d'automne en décomposition, attend le non-soi. Et celui qui décide qui est bouddhiste et qui ne l'est pas, il mène un combat, mais un combat de rayons. Il n'a certainement pas assez déblayé ses feuilles mortes intérieures pour percevoir le moyeu, à moins qu'il n'ait un intérêt direct à pointer ainsi le doigt. Un intérêt qui peut être bassement financier, auquel cas ça ne mérite pas tellement qu'on s'y attarde ici. En revanche, il peut aussi relever d'une stratégie psychologique inconsciente. En l'occurrence, le pointeur de doigt ici est de bonne foi. Ce qu'il convient de respecter et de manier avec délicatesse, car toute manœuvre un petit peu brutale ou hâtive peut avoir des conséquences désastreuses dans l'architecture psychique de la personne. Par le pouvoir qu'il convoite ou s'arroge, le bon bouddhiste, le bon chrétien, le bon n'importe quoi, évite l'effondrement identitaire du château de cartes qu'il est laborieusement parvenu à ériger entre les bourrasques fougueuses. Et le bouddhiste qui se dit bouddhiste n'est pas bouddhiste. S'il était vraiment depuis le fond du non-soi, il n'aurait que faire de se savoir comme tel et de distribuer les étiquettes officielles. Le bouddhisme est l'absence de territoire. Et en l'absence de territoire, qui reste-t-il pour planter le petit drapeau ? Nous avons tous en tête l'image du drapeau américain qui flotte à la surface de la Lune. C'est une image qui est un peu triste. Elle porte en elle le désespoir de l'arrogance portée à son extrême. C'est très triste parce qu'il a fallu beaucoup d'efforts, beaucoup de talent pour aller le planter. Mais il ne sert à rien sous la nuit cosmique et il ne fait peur à personne. Le vieil homme qui passe par là, entre deux discussions de saison et sans grande conséquence, il ne cherchera pas à l'enlever de la dune. Il ne cherchera pas non plus à mettre son nom sur le tissu. Tout au plus, il sourira. Voilà, je vous remercie à tous pour votre écoute et pour vos lectures passées, présentes ou à venir. L'adresse du blog où tous les textes sont regroupés est indiquée là quelque part à côté. Je vous rappelle aussi que l'ensemble des textes du blog sont disponibles en version papier. N'hésitez pas à me contacter pour me faire part de ce que ça a pu évoquer chez vous à l'adresse mail indiquée également quelque part. Voilà, très bonne semaine à tous et à bientôt.